Ciao les fans, aujourd'hui on va parler d'un pilote infiniment sous-coté, Sébastien Bourdet. Ce pilote français a couru dans beaucoup de catégories au sommet du sport automobile, dont la Formule 1. Champion de plusieurs d'entre elles, Sébastien a un talent qui fait de lui l'un des meilleurs pilotes de sa génération. Malheureusement, Sébastien a été victime de beaucoup de malchance tout au long de sa carrière. Ses résultats n'ont pas toujours été à la hauteur du pilote qu'il était, et c'est en cela qu'il est majoritairement sous-coté. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, voici l'histoire de Sébastien Bourdet. C'est parti. Sébastien Olivier Bourdet est né le 28 février 1979 au Mans à la clinique du Tertre Rouge, donc juste à côté du circuit. Son père, Patrick Bourdet, est également pilote et a connu une carrière tout à fait honorable avec plusieurs participations aux 24 heures du Mans. De par son lieu de naissance et sa famille, Sébastien est rapidement passionné par le sport automobile. En 1989, son père lui offre son premier kart et Sébastien fera sensation rapidement sur le circuit Alain Prost au Mans. Un pilotage très coulé et très efficace. En 91, il devient champion de ligue et terminera 4e du championnat de France cadet 93. Même s'il passe en monoplace à l'âge de 16 ans, soit en 95, Sébastien continue le karting et remportera les 24 heures du Mans avec Sologne Kart. Son passage en monoplace se fait par l'ancienne Formule 4 française, la Formule Campus. Lors de la Manche à Dijon, circuit inconnu pour lui, Sébastien remportera les courses en partant 16e et 12e sur une piste humide et cela sera un déclic. Sur ma vidéo dédiée à Henri Pescarolo, je rappelle que la légende française a repris le contrôle de la filière Elf qu'il a rebaptisée La Filière. Et j'aime toujours autant ce titre. Celle-ci engage Sébastien Bourdet dans ses rangs et le Manceau monte d'un cran pour la saison 96. Désormais en Formule Renault, Sébastien poursuit son apprentissage et termine vice-champion derrière Jonathan Cochet en 97. L'année suivante, il passe en Formule 3 française, catégorie charnière et révélatrice en sport automobile. Sa première saison s'achève à la 6e place avec le titre de rookie de l'année. Une année pour apprendre, l'autre pour gagner, Sébastien devient champion de France en 99 avec 8 victoires. Cette même année, il participe à ses premières 24 heures du Mans. Le Sartois court à domicile en catégorie GTS sur une Porsche 911 engagée par Labre Compétition. Aux côtés d'un vétéran de la Formule 1, Jean-Pierre Jarier, Sébastien sera victime d'un abandon après 67 tours. Sa performance sera malgré tout prometteuse et sera engagée l'année suivante par Henri Pescarolo chez Pescarolo Sport. La relation entre les deux hommes n'en est qu'à son début et pour une première en catégorie principale, les Verts terminent à une magnifique 4e place, bien au-delà des attentes. Pescarolo et Bourdet restent très proches et Henri sera bluffé par le pilotage de Sébastien. Sa vitesse en est une raison mais aussi son pilotage très coulé qui est très économe en pneus et en essence. Selon Henri, c'est le meilleur pilote dans cette catégorie, ce qui fait de lui un super pilote d'endurance. En 2001 et 2002, il termine l'épreuve respectivement à la 13e et 10e place. Mais avant d'aller trop loin dans le futur passé, revenons en 2000 pour sa carrière en monoplace. Le statut de Sébastien est très intéressant, de plus en plus observé, se faisant un nom dans le milieu, le Manceau passe dans l'antichambre de la Formule 1, la F3000. Alors la Formule 3000, c'est, si l'on peut dire, l'antichambre ou le marchepied de la F1 pour les mécaniciens, pour les techniciens et évidemment pour les pilotes. Pour la saison 2000, il est engagé dans l'écurie française gauloise Formula et termine à la 9e place. 4e l'année suivante avec le team Dams, Sébastien doit marquer le coup s'il veut avoir une chance d'arriver en Formule 1. En 2002, Sébastien est un des favoris du championnat et assumera pleinement son rôle. Son rival, Thomas Singue, sera disqualifié et Sébastien Bourdet devient champion de F3000. En cette saison 2002, Sébastien touche du doigt la Formule 1 et devient pilote essayeur pour Arrows. Malheureusement, cette équipe est en difficulté financière et ne terminera même pas la saison. Dommage pour Sébastien car un contrat était en vue pour 2003. Mais l'espoir renaît avec Renault. Convié à des tests à Jerez en fin d'année pour un poste de pilote essayeur, Sébastien a encore une chance mais ce sera Franck Montagny qui obtiendra le poste. On en parlera de Franck Montagny, hein. D'ailleurs j'ai beaucoup hésité entre lui et Sébastien Bourdet pour cette vidéo. Et spoiler, c'est Sébastien Bourdet qui a été choisi. Pour la saison 2003, le jeune français espère suivre les traces de Villeneuve et Montoya en partant aux USA. Désormais engagé en kart dans l'équipe Newman-Haas, le français fait parler son talent et remporte 3 courses dans un championnat bien différent de ce qu'il a connu à l'époque. En 2004, ce dernier est renommé Champ Car. Pourquoi ? Réponse dans cette vidéo. Sébastien écrase le championnat avec 7 victoires et devient champion. Mais les portes de la Formule 1 sont toujours fermées pour le français qui continue aux USA. Malgré tout, il revient en Europe via les 24 heures du Mans avec qui vous savez et sera contraint à l'abandon. En 2005, il remporte une nouvelle fois le Champ Car. Il participe à ses premières Indy 500 mais abandonnera à 2 tours du but alors qu'il était 5e. Malheureusement, les portes de la Formule 1 sont toujours fermées. Bon, 2006. En 2006, Sébastien Bourdet écrase la concurrence en Champ Car avec 7 victoires et un 3e titre consécutif. Il remporte les 12 heures de Sebring en GT2, mais les portes de la Formule 1 sont toujours fermées.
Bon, pour la saison 2007, Sébastien remporte une 4e fois le Champ Car avec 8 victoires, faisant de lui le premier pilote de l'histoire kart Champ Car à réaliser cet exploit. Durant ses 5 dernières années aux USA, il a montré sa rapidité, son talent de gestion, également son mental, en battant les spécialistes de la discipline. Est-ce que tout ça va lui permettre de pouvoir accéder à la Formule 1, bordel de merde? Cette saison 2007 voit le retour en Europe de Sébastien Bourdet qui est engagé avec Peugeot pour leur retour au Mans. La 908 n'en est qu'à sa première saison et concurrencer Audi sera difficile, mais malgré tout, la Peugeot numéro 8 de Sarrazin, Lamy et Bourdet termine à la 2e place. Bon, après tout ça, est-ce que Sébastien va avoir enfin une chance de piloter en Formule 1 ou c'est mort? Normalement, après tant d'années à toquer à la porte sans l'ouvrir, la Formule 1 ne reste qu'un doux rêve. Mais après toutes ces promesses qu'il a faites au fil des années, la Formule 1 deviendra accessible pour Sébastien Bourdet. Au vu de sa carrière jusqu'à présent, c'est totalement mérité. Si Seb a pu faire un tel retour dans la shortlist de la Formule 1, c'est en partie grâce à Nicolas Todd. Ce manager qui a amené plus d'un pilote dans la catégorie Rennes s'est mis en tête de replacer un pilote français en Formule 1, car depuis le départ d'Olivier Panis en 2004, il n'y a plus eu de Français titulaires. Franck Montagny a certes fait quelques courses en tant qu'intérimaire chez Super Aguri, mais n'a pas pu sécuriser un volant de titulaire. Pour Nicolas, Sébastien est le meilleur français du marché. Mis en contact avec Toro Rosso, le Manceau a su convaincre l'écurie italienne qu'il était effectivement le français de la situation. Mais il y a un souci d'équité. Toro Rosso appartient à Red Bull. Red Bull est dirigé par Dietrich Mateschitz et Helmut Marko. Et Toro Rosso, le directeur, c'est Franz Tost. Donc ce sont pas des tendres. Red Bull a investi beaucoup d'argent dans ses équipes et son programme de jeunes pilotes, et la tête d'affiche de cette filière, c'est Sébastien Vettel. Il a fait ses débuts en 2007 et a marqué des points d'entrée de jeu, faisant au passage oublier Scott Speed et Vitantonio Luzzi. Sébastien Bourdet n'est pas issu de la filière Red Bull et il fera équipe en 2008 avec la tête d'affiche de cette filière, Sébastien Vettel. Sébastien aura donc moins d'attention que Sébastien et s'il veut rester en Formule 1, il faudra frapper fort d'entrée de jeu. À Melbourne, Bourdet prend enfin son premier départ en Formule 1 et dans une course rocambolesque, le Français pointe à la 4e place devant Kovalainen et Alonso. C'est alors que la poisse s'en mêle. À seulement 2 tours du but et d'un résultat révélateur, son moteur Ferrari le lâche. Cela dit, il conserve une 7e place donc dans les points à cause du grand nombre d'abandons. Mais c'est vraiment dommage, finir 4e pour sa première course avec une Toro Rosso, ça aurait été vraiment joli quoi. Ça aurait été beau. La suite sera compliquée, Sébastien fait des erreurs et se fait dominer par Sébastien Vettel en qualif comme en course. L'arrivée du châssis 2008 permettra à l'Allemand de devancer plus facilement le Français qui doit s'adapter et les choses se passent de mieux en mieux. En Belgique, sous la pluie, Bourdet part 9e et remonte dans le classement et tient une 5e place durant toute la course. Dans l'entame du dernier tour, Bourdet est 3e et tient son premier podium. Mais le Français est sur des œufs avec ses pneus. Il se fait doubler par Heidfeld, Vettel, Alonso et Kubica et ne terminera qu'à une triste 7e place. You know, you're touching it, and it's the last lap, it's the last few corners, and it was a great weekend. It's just so bad it finishes like that, you know. Le Grand Prix suivant fera beaucoup de peine à ses observateurs. On se souvient bien de la pole position de Vettel, mais Bourdet s'est qualifié à une superbe 4e place. Dans des conditions difficiles, le podium est envisageable, mais le système d'anticalage fait défaut à Sébastien qui perd un tour dès le départ et doit voir son équipier remporter la course. Toujours en Q3 lors des dernières courses de la saison, Sébastien s'assure de justesse face à Sato, une 2e saison en Formule 1. Dominé par Vettel en 2008, ne faisant pas partie de la filière, il faudra être très fort pour rester en Formule 1. Ses attentes sont donc plus élevées que celles d'un rookie classique. De fait. Voilà, on peut pas... c'est à la fois compréhensible et dommage. Mais la voiture ne lui convient pas malgré un point sur tapis vert à Melbourne. Il fait des courses dans l'anonymat et se fait dépasser par Buemi. Cependant, à Monaco, Sébastien fait une belle course et évite les embûches pour obtenir un dernier point. Malgré tout, tout n'est pas jeté dans cette saison 2009. En début d'année, il a fini 2e aux 2 heures de Sebring. Et en juin, il retourne dans la Sarthe. Avec Peugeot, en compagnie de Stéphane Sarrazin et Franck Montagny, soit le meilleur équipage de l'équipe, la victoire est le seul objectif. L'équipage de la numéro 8 part de la pole position et tient la tête. Sébastien prend son premier relais dans la soirée et assure la première place. Mais malheureusement, aux alentours de minuit, au freinage de Mulsanne, Sébastien s'accroche avec une Porsche GT2. Cela endommage l'avant de sa voiture et la numéro 9 prend la tête. Relégué à un tour, Montagny, Sarrazin et Bourdet ne reviendront pas sur la 908 de tête et terminent 2e d'une course qu'ils auraient dû gagner. Forcément que des mésententes arrivent au Mans entre les différentes catégories, mais là il fallait que ce soit Sébastien Bourdet au volant quoi. C'est vraiment, mais vraiment de la mafre.
De retour en F1 le week-end suivant, Sébastien doit affronter les rumeurs de remplacement. En Allemagne, début juillet, les journalistes s'affairent autour du Français, chose qui n'est pas habituelle. Sa course se termine par un abandon et Sébastien cédera à la pression en s'emportant face aux journalistes. Ce Grand Prix d'Allemagne 2009 sera la dernière course en F1 de Sébastien Bourdet. La semaine suivante, Franz Tost annonce que le Français est remplacé par Jaime Alguersuari avec effet immédiat. Fin du chapitre F1 pour Seb de manière sévère, bien à l'image de Red Bull et de Toro Rosso. C'est sévère parce qu'objectivement, Seb n'avait pas plus de difficultés qu'un autre rookie pour s'adapter à la Formule 1 et faisait quand même quelques bonnes performances. Mais celles-ci ont été décuplées par les attentes de Red Bull et de Toro Rosso. Mais c'est vraiment dommage parce que quand on voit ce qu'il a fait juste avant, il aurait mérité mieux, il aurait mérité plus d'attention. D'ailleurs, Seb ne garde pas un bon souvenir de ce passage en Formule 1. Il est très probable que Sébastien retrouve Peugeot pour la saison 2010, mais en attendant, il participe à un championnat plutôt étrange que peu d'entre vous connaissent, la Super League Formula. En gros, un championnat monoplace où les pilotes courent sous les couleurs de clubs de foot. Au volant de la Panos V12 de 750 chevaux, Sébastien Bourdet va courir au nom du FC Séville. Il rejoint le championnat à la mi-saison et remporte la 3e course de son premier week-end à Estoril avant d'enchaîner avec Monza. Il poursuivra en 2010 dans ce championnat plus marketing qu'autre chose et Sébastien courra sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Est-ce que je suis vraiment en train de dire ça là ? Il remportera une 3e et dernière victoire lors de la course 2 du meeting de Silverstone et arrêtera à la mi-saison. Revenons à quelque chose de plus sérieux. Il termine une nouvelle fois 2e des 12 heures de Sebring et retrouve Le Mans en juin. Mais ce coup-ci, il n'est plus avec Montagnier et Sarrazin. Il est déplacé dans la Peugeot numéro 3, vu par les observateurs comme l'équipage le moins performant. Malgré tout, Sébastien réalisera la pole position. Avec Pagenaud et Lamy, Sébastien espère pouvoir décrocher la victoire dans la Sarthe et la numéro 3 conserve la tête au départ. Mais après 2h25 de course, de la fumée s'échappe de la 908 pilotée par Lamy et c'est l'abandon pour Bourdet. Je me rappelle l'avoir vu en larmes sur l'écran géant, ça m'a vraiment fait de la peine. En 2011, la course se passe mieux, mais Sébastien, Simon et Pedro termineront seulement à 13 secondes de la victoire. L'édition de 2011 est plus développée dans cette vidéo. Allez la voir, elle est bien aussi. Comme toutes mes vidéos, j'ai envie de dire, parce que je suis trop fort, je suis un génie, bordel de merde. Mais le reste du championnat d'endurance se passe mieux, avec des victoires à Imola, Silverstone et Zouhai, faisant de lui le pilote le plus victorieux de la saison. Vu que ses équipiers changeaient, un coup c'était Davidson, un autre coup c'était Pagenaud. Durant cette saison 2011, Sébastien va piloter aux 4 coins du globe. Il remportera une course en V8 Supercars et retrouvera les USA en IndyCar. Après le retrait de Peugeot de l'endurance, Sébastien n'est plus retenu en Europe et il peut rejoindre les USA. L'IndyCar devient son programme principal, mais il reviendra sur le vieux continent en juin pour les 24 heures du Mans. Il retrouve ainsi Henri Pescarolo. Mais cette équipe est en difficulté financière et les voitures ne sont pas fiables. Tombé en panne durant la course, Sébastien reprendra le volant en fin de course pour permettre à Henri Pescarolo de franchir la ligne de ses dernières 24 heures du Mans. Fin de l'histoire, Pescarolo-Bourdet. En IndyCar, Sébastien retrouve peu à peu des sensations, même si la victoire ne revient toujours pas. En 2014, il remporte finalement les 24 heures, mais ce sont celles de Daytona. Sébastien redevient un véritable outsider en IndyCar en renouant avec la victoire lors du Grand Prix de Toronto. Désormais dans un double programme comme le font généralement les pilotes expérimentés aux USA, Sébastien semble épanoui. En 2015, il remporte finalement les 12 heures de Sebring au général. En IndyCar, Sébastien est toujours présent et réalise des courses spectaculaires pleines d'opportunisme. Il remporte la course 2 de Détroit et la manche de Milwaukee. En 2016, il signe avec Ford Chip Ganassi en IMSA, ce qui lui permet de revenir au Mans. Sébastien aura enfin de la chance et la course des Ford est rondement menée. Après 10 tentatives infructueuses, Sébastien Bourdet remporte enfin les 24 heures du Mans. Les mauvaises langues diront que ce n'est qu'en catégorie GTE, mais les connaisseurs savent que peu importe la catégorie, c'est difficile, spécialement en GTE. Et les acteurs vous diront que peu importe la catégorie, une victoire au Mans, c'est inégalable. Avec Ford au Mans, Sébastien finira 3e en 2018 et sera disqualifié en 2019, sans oublier sa victoire aux 24 heures de Daytona en GT en 2017. Malheureusement, Ford se retira après la saison 2019 du monde de l'endurance parce qu'ils ont été un petit peu défavorisés par les règlements, ils étaient un petit peu désavantagés par la BOP. Du coup, revenons en IndyCar. En 2017, Sébastien signe chez Delcoin, mais retrouve son équipe de l'époque du Champ Car. Le résultat est sans appel, car Sébastien remporte la manche d'ouverture et finit 2e à Long Beach et mène le championnat. En arrivant à Indianapolis, Sébastien fait partie des favoris et sa voiture est une véritable fusée. Lors du Fast 9, Bourdet est en train de réaliser la pole position, mais lors du 3e tour de qualif, le Français perd le contrôle de sa voiture.
Cet accident très spectaculaire lui vaut de multiples fractures et sera absent des circuits pendant plusieurs mois. Après être revenu pour les 3 dernières courses de la saison, Sébastien surprend à nouveau tout le monde en remportant la première manche de la saison 2018. Mais un peu trop d'irrégularité durant la saison l'empêche de se battre clairement pour le titre et il finit l'année à une 7ème place. Après tant d'années dans le milieu du sport auto, c'est vraiment honorable. La saison 2019 est plus délicate et Seb ne fait qu'un podium. En 2020, les choses se sont un petit peu compliquées pour Sébastien, mais il a toujours trouvé une solution. En IndyCar, Santino Ferrucci a pris sa place chez Delcoin, mais Sébastien a pu trouver un volant chez AJ Foyt pour les dernières courses de l'année, ainsi que pour la saison 2021. En endurance, il a rebondi chez Rizzi Competizione avec Olivier Pla et Jules Gounon, et il a terminé 4ème de la catégorie GTO Pro aux 24 heures du Mans. Bien que sa carrière soit plus derrière que devant lui, Sébastien reste un pilote qui compte dans le milieu du sport automobile. Contrairement à beaucoup de pilotes de son âge, Sébastien a su conserver sa fougue, comme on peut le voir en IndyCar, mais aussi il a su conserver son intelligence et sa finesse, comme on peut le voir en endurance. C'est la preuve qu'il a beaucoup de talent et que son passage en Formule 1 ne doit pas faire oublier ce qu'il a fait avant et après. Je pense que dans un contexte différent, plus favorable, Sébastien aurait pu s'affirmer en Formule 1 et avoir ce qu'il méritait. Je pense qu'il aurait pu faire quelques podiums et pourquoi pas quelques victoires. Mais je ne pense pas que Sébastien raisonne de la sorte et je pense qu'il peut être très fier de ce qu'il a accompli durant toute sa carrière jusqu'à présent. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Sébastien Bourdet. C'est un pilote que j'apprécie tout particulièrement par son talent mais aussi par son caractère. Et si je peux redorer un petit peu son blason auprès des fans, eh bien ça me ferait plaisir. Mais je sais que la plupart d'entre vous savent à quel point il est sous-coté. Mesdames et messieurs, sur le côté gauche de l'écran, il y a les logos des réseaux sociaux. Alors Instagram, vous connaissez, Facebook, vous connaissez, Discord, vous connaissez, YouTube, vous connaissez. Ceux qui ont fait des dons sur YouTube, vos noms s'affichent en bas de l'écran, merci à vous. Allez-y, c'est important, c'est cool, ça permet de me souvenir et ça fait vraiment plaisir. Mais sinon, on n'oublie pas le commentaire, l'abonnement, le partage, la cloche et le pouce bleu qui est très important aussi. Mais c'est toujours pas le plus important parce que le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto, de continuer d'aimer Sébastien Bourdet. À la prochaine, salut les fans. Je suis pressé. Cette outro elle est folle, cette outro elle est géniale. Allez, bière et la bise hein.